Lori Hill est une jeune femme de 18 ans enceinte de 7 mois lorsqu'un soir, elle va totalement disparaître sans laisser de traces. L'enquête fera alors du surplace pendant de longs mois jusqu'à ce qu'une macabre découverte vienne bouleverser l'affaire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lori Hill, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire dont je n'avais jamais entendu parler et dont j'ai trouvé très peu de sources sur internet, mais en tout cas j'en ai trouvé assez pour vous en faire une vidéo. Cette histoire est assez dingue, assez triste aussi, et je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que l'enquête est toujours ouverte. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Lori Hill est une belle jeune femme âgée de seulement 18 ans, vivant chez ses parents Mac et Opal Hill. Elle vivait aux États-Unis dans l'État du Mississippi, dans la ville de Ellisville, et au mois de janvier 1993, Lori était enceinte de 7 mois et le père de l'enfant était son petit ami qui s'appelle Ricky Pittman. J'ai malheureusement pas plus d'informations par rapport à son passé, mais voilà, on imagine que c'est une jeune femme de 18 ans dans les années 90 qui est tombée enceinte. Elle a son petit ami qui habite lui aussi chez ses parents et tous les deux s'apprêtent à avoir la venue de leur bébé. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du jeudi 21 janvier 1993. Ce soir-là, Mac et Opal, donc les parents de Lori, ne sont pas à la maison et sont tous les deux partis pour une sortie. Lori, de son côté, avait prévu de passer la soirée chez son petit ami pour regarder un film qu'elle avait spécialement loué. Lori avait alors été jusqu'à la maison de Ricky, son petit ami, qui, je le rappelle, vivait lui aussi avec sa famille. Arrivée sur place, Lori va frapper à la porte, mais c'est la sœur de Ricky qui va lui ouvrir et qui va lui dire que Ricky n'était pas à la maison pour le moment. Lori va alors un petit peu discuter avec la sœur de Ricky et puis à un moment donné, elle va lui dire qu'elle avait mal au dos et qu'elle avait envie de rentrer pour se reposer. Lori était alors repartie de la maison de Ricky vers 20h15, mais lorsque ses parents sont rentrés chez eux à 21h15, Lori n'était toujours pas rentrée. En fait, dans un sens, oui, Lori semblait être rentrée parce que sa voiture était là, mais elle n'était nulle part. En fait, ce qui va alerter les parents, c'est que la voiture de Lori était garée au bord de la route au tout début du chemin de gravier qui menait jusqu'à leur maison. De plus, les phares étaient toujours allumés et comme je vous l'ai dit, Lori, elle, n'était nulle part. Les parents de Lori, un petit peu interloqués, vont aller jusqu'à la voiture et là, ils vont remarquer que les clés étaient toujours sur le contact. Et aussi, la vitre du côté passager était ouverte. Ça voulait simplement dire que Lori l'avait sans doute ouverte dans le but de parler à quelqu'un parce qu'on était en plein mois de janvier, donc jamais elle aurait ouvert la fenêtre pour prendre l'air, il faisait beaucoup trop froid dehors. Donc voilà, si la vitre était ouverte, c'est sans doute que Lori l'avait ouverte pour parler à quelqu'un. De plus, sur le siège passager, les parents vont retrouver le sac à main de Lori et à partir de là, ils vont vraiment s'inquiéter parce que Lori ne serait jamais partie en laissant sa voiture à l'abandon et son sac à main comme ça. En plus, vu l'emplacement où la voiture avait été abandonnée, on aurait simplement dit que Lori roulait doucement dans le but de se garer à sa place habituelle à l'autre bout du chemin de gravier, mais que sur le moment, quelqu'un ou quelque chose l'aurait amené à se garer, ouvrir sa vitre et puis sortir de la voiture. En tout cas, après cette découverte, les parents de Lori ont décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de leur fille qui, je le rappelle, était enceinte de 7 mois. Rapidement, tout le monde dans la région va être au courant de la disparition de Lori et d'ailleurs le petit ami de Lori, Ricky, ainsi que sa famille vont être au courant. Ils vont être assez choqués et évidemment ils vont beaucoup aider la famille de Lori à la rechercher. La police, la famille et les bénévoles vont alors passer des jours à fouiller la ville, mais malheureusement ils n'ont retrouvé aucun indice. Par contre, une chose était sûre, autant pour la famille de Lori, ses proches et pour les enquêteurs, Lori n'avait pas le profil d'une personne qui aurait disparu volontairement. Donc à partir de là, on se dit que quelque chose lui est arrivé, un accident,
ou un acte criminel. Les jours sont alors passés et c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, les enquêteurs avaient de moins en moins d'espoir de la retrouver vivante. La police a alors envoyé des équipes de plongeurs pour fouiller la rivière Leaf, qui se trouvait en fait pas très loin du domicile de Lori. Mais bon, au bout de plusieurs journées de recherche, les plongeurs en sont venus à la conclusion que le corps de Lori ne s'y trouvait pas. Un des enquêteurs dira d'ailleurs publiquement: « Tout ce que nous pouvons faire, c'est monter et descendre la rivière. C'est le seul endroit où nous pouvons penser à regarder en ce moment. » La rivière est située à environ 1,5 km de l'endroit où la voiture de Lori avait été abandonnée. Le 26 janvier, donc 5 jours après la disparition de Lori, une grande battue va être organisée avec plus de 100 volontaires qui ont cherché Lori dans les bois, dans la ville et même sur les berges. La police a aussi fouillé tout le long de l'autoroute 59 parce que un petit peu plus tôt, ils avaient reçu un appel d'une personne leur disant qu'elle pensait avoir vu Lori en train de marcher le long de cette autoroute. Un hélicoptère a aussi survolé toute la ville et ses alentours, mais malheureusement, à la fin de la journée, personne n'avait trouvé plus d'indices qui pouvaient réellement aider la police à comprendre ce qui était arrivé à Lori. D'ailleurs, après ça, les enquêteurs vont admettre qu'ils n'avaient strictement aucune idée de ce qui avait bien pu lui arriver. Aussi, ils diront qu'en soi, ils n'avaient retrouvé aucune preuve qui venait démontrer que Lori avait été victime d'un acte criminel. Donc voilà, il restait tout de même une possibilité qu'elle soit toujours en vie quelque part. Malgré tout, toute l'équipe du shérif de la police d'État diront que la disparition de Lori était un véritable mystère. Après ça, d'autres recherches vont encore avoir lieu. Près de tout le comté de Jones va finalement être fouillé sans que rien n'évolue dans l'enquête. La police décidera de garder toutes les options ouvertes et d'ailleurs les enquêteurs diront qu'à ce stade, tout le monde pouvait encore être suspect. Évidemment, toute cette situation était insoutenable pour les parents de Lori et d'ailleurs son père va prendre la parole et dira: « Ne pas savoir, c'est terrible. Vous ne savez tout simplement pas quoi faire. Vous continuez à espérer le meilleur, mais plus ça dure, je pense juste qu'elle est partie. Ils lui ont fait quelque chose, quelqu'un a... » En tout cas, suite à ça, le 30 janvier, les parents vont annoncer qu'ils offraient une récompense de 5 000 $ pour toute information permettant de savoir où se trouvait leur fille. Le shérif du comté de Jones gardait espoir et espérait lui aussi que la récompense puisse amener plus de témoignages. En fait, les enquêteurs étaient à un stade où ils pouvaient plus avancer seuls, ils avaient besoin d'aide extérieure, ils avaient besoin que quelqu'un se confie, que quelqu'un donne des indices, parce que tout seuls, ils ne savaient vraiment plus du tout où chercher. Malgré tout, ils organisaient des battues toujours à plus grande échelle, mais sans jamais rien retrouver, donc clairement, si personne ne se décidait à parler, eh bien, il perdait espoir de peut-être retrouver un jour Lori. Lors d'une interview, le shérif du comté de Jones déclarera: « C'est toujours la même vieille histoire. Beaucoup de recherches et pas de réponse. Nous espérons que la récompense fournira des informations. » D'ailleurs, 2 jours plus tard, le bureau du shérif va faire un don de 1 000 $, portant la récompense à 6 000 $. Les parents de Lori, de leur côté, vont faire des conférences et d'ailleurs, ils diront que Lori n'était pas le genre de jeune femme qui s'enfuirait de chez elle. Elle n'avait jamais fugué dans son enfance ou son adolescence et elle n'avait jamais dit que ça pouvait la déranger de vivre avec ses parents. En fait, selon eux, c'était impossible que Lori soit juste partie et qu'elle soit seule quelque part en train de se cacher. Mac, son père, dira: « Je crois juste que si elle était là-bas quelque part, elle aurait appelé sa mère et lui aurait fait savoir. Je ne pense pas qu'elle soit à un endroit où elle peut lire ou voir. » La suite de cette affaire se passe le 10 février 1993, donc plus ou moins 3 semaines après la disparition. Ce jour-là, 2 hommes travaillaient dans un champ qui se situait dans le comté voisin de Covington, à plus ou moins 40 km de chez Lori. Lors de leur journée de travail, ils ont alors fait la triste découverte du corps d'une jeune femme entièrement habillée et cachée derrière une cabane à outils près d'une maison abandonnée. Immédiatement, la police sera prévenue et arrivera alors sur les lieux. La première chose que la police va noter, c'était que le corps était vraiment dans un état avancé de décomposition, chose qui montrait donc que la jeune femme était là depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines. De plus, ils noteront qu'à côté du corps, il y avait des traces de pneus, probablement d'une petite camionnette. Le corps sera alors apporté auprès d'un médecin légiste et dans un premier temps, les enquêteurs vont essayer de l'identifier. Rapidement, grâce aux vêtements et à la dentition, il sera alors confirmé que le corps appartenait à Lori Hill. Grâce à ça, l'affaire de sa disparition va faire une énorme avancée, mais malheureusement, l'enquête deviendra une enquête pour homicide.
Aussi, et chose très importante, comme Lori était enceinte de 7 mois, les autorités qualifieront l'affaire de double homicide. Le corps sera ensuite analysé par le légiste et notera que la cause de la mort était assez difficile à déterminer parce que le corps était dans un état de décomposition assez avancé. Malgré tout, le légiste déterminera que Lori avait été étranglée à mort. Du côté de l'enquête, les enquêteurs ont commencé à interroger plusieurs suspects potentiels dès le moment où le corps de Lori a été retrouvé. Clairement, la découverte du corps avait motivé les enquêteurs et l'adjoint du shérif parlera au nom de tous en disant « Nous interrogeons et parlons à plusieurs personnes et nous le ferons toute la nuit. Nous allons travailler sur ce cas jusqu'à ce que nous le résolvions. » La première chose que les enquêteurs vont déduire, c'est que selon eux, Lori aurait été assassinée par plusieurs personnes et sans doute des personnes qu'elle connaissait. Ces assassins l'auraient soit assassiné dehors, dans la rue, mais à ce moment-là, c'est assez étrange qu'il n'y ait pas de témoins, soit ils l'auraient fait entrer dans leur véhicule et l'auraient assassiné à l'intérieur. Après ça, ils l'auraient sans doute amenée dans la petite zone déserte où elle a été retrouvée. En fait, si on se base sur la scène de crime, là où on a retrouvé le corps, on peut en déduire que les assassins de Lori roulait à bord d'une petite camionnette et aurait donc roulé jusqu'à cette petite zone boisée et aurait jeté le corps de Lori en dehors de la camionnette sans même s'arrêter. Du côté des parents de Lori, évidemment la découverte du corps de leur fille les a tout simplement dévastés, mais malgré tout, il faut savoir qu'ils ont été énormément soutenus par les policiers, le bureau du shérif, mais aussi par tous les habitants du comté. Le papa de Lori s'exprimera une nouvelle fois et dira « Nous remercions tout le monde et nous espérons simplement qu'ils continueront à prier pour que justice soit rendue. » Les enquêteurs de leur côté vont interroger presque tout l'entourage de Lori pour essayer de comprendre qui pouvait lui en vouloir à ce point. Malheureusement, les enquêteurs diront que le temps écoulé entre le meurtre et la découverte du corps de Lori rendait l'affaire encore plus difficile. En fait, pendant tout ce temps, des preuves avaient disparu et surtout le ou les assassins avaient eu le temps de se faire des alibis, de faire disparaître certaines choses. Voilà, le temps écoulé ne jouait pas en la faveur des policiers. Donc là encore, même si le corps de Lori avait été retrouvé, eh bien cette affaire restait un véritable mystère. En tout cas, dans tout le comté, tous les habitants étaient assez choqués par l'affaire et étaient tous très inquiets que le ou les tueurs soient toujours en liberté. On sentait vraiment que dans le comté, tout le monde était sur ses gardes, tout le monde se regardait et aussi on voyait que de moins en moins de personnes sortaient le soir. Au mois de mars 1993, les enquêteurs vont faire une nouvelle révélation et diront au public qu'ils avaient récemment reçu un témoignage important qui les avait mis sur la voie d'un nouveau suspect. Ils diront que ce suspect ne vivait pas dans le comté de Jones, mais qu'ils savaient qu'au moment du meurtre de Lori, il se trouvait justement à l'intérieur du comté. Donc avec cette nouvelle déclaration, tout le monde avait l'espoir qu'enfin la police ait trouvé le suspect principal et que cette affaire soit résolue. Malheureusement, tout ne se passera pas aussi bien et même si les enquêteurs avaient fait de cette personne leur suspect principal, ils n'avaient pas assez de preuves le reliant à la mort de Lori et donc finalement, ils ont dû abandonner cette piste. Suite à ça, le 29 mars, les enquêteurs ont exhumé le corps de Lori pour prélever des échantillons de ses cheveux pour les comparer aux cheveux qui avaient été retrouvés sur ses vêtements. En fait, les enquêteurs espéraient que peut-être les cheveux retrouvés ne soient pas les siens, mais ceux de son ou ses assassins. Malheureusement, dans mes sources, ils ne disent pas si ces analyses ont mené à quelque chose ou non, mais je pense que s'ils ne le disent pas, c'est que ça n'a mené à rien. En tout cas, un mois plus tard, les parents de Lori ont annoncé qu'ils avaient récolté assez d'argent pour augmenter la récompense contre toute information menant à l'arrestation du tueur de leur fille. À présent, cette récompense était de 20 000 $ et clairement, les détectives espéraient encore une fois que ça motive justement quelqu'un à les appeler et à dire ce qu'ils savaient. Clairement, dans ce genre d'affaires criminelles, on se rend bien compte que plus la récompense augmente, plus les enquêteurs sont en fait désespérés. Malheureusement, le manque d'avancée dans cette enquête a tout doucement fait tomber l'affaire dans l'oubli. Il y avait en fait de moins en moins d'articles de journaux qui parlaient de l'affaire et aussi les gens du comté ont commencé un petit peu à l'oublier, à en parler de moins en moins et tout est comme redevenu comme avant.
La meilleure amie de Laurie sera d'ailleurs interrogée et elle dira « Ça me rend malade parce que personne ne paye pour ce qu'ils lui ont fait. Ils sont juste quelque part en sachant qu'ils l'ont tuée, elle et son bébé. Ils vivent juste leur vie et ça ne les dérange pas. » Au milieu du mois de juin, les enquêteurs ont alors décidé de rendre une nouvelle information publique. Ils vont alors déclarer que lorsque le corps de Laurie avait été retrouvé, une de ses bagues semblait avoir été volée. Les enquêteurs pensaient alors que son assassin avait pu la garder un peu comme un trophée ou même aurait pu la revendre. Les autorités vont alors décrire la bague comme étant un solitaire en diamant avec 6 griffes en or blanc et un anneau en or jaune. Ils diront aussi que Laurie avait de très petits doigts, donc il était probable que la bague ait pu être redimensionnée avant que quelqu'un d'autre puisse la porter. Donc avec cette déclaration, les autorités demandaient simplement à ce que tout le monde ouvre l'œil et qu'on les contacte si jamais quelqu'un voyait cette bague en particulier. Par la suite, dans le courant du mois d'août, la récompense a encore été augmentée et a atteint la somme de 35 000 $. Aussi, 6 panneaux d'affichage ont été placés un petit peu partout dans le comté avec la photo de Laurie, mais aussi la nouvelle comme quoi la récompense avait été augmentée à 35 000 $. Au même moment, Opal, donc la maman de Laurie, dira publiquement « Je vais continuer à chercher cette personne et un jour je vais découvrir qui c'est. Ils l'ont prise et l'ont jetée comme des ordures. Je ne peux pas leur pardonner. Ça me tue de penser que cette personne se promène et sourit et que ma fille est morte. » Par contre, 2 ans après les faits, au mois de février 1995, les enquêteurs vont annoncer avoir retrouvé la bague en diamant appartenant à Laurie. Par contre, et je suis désolée pour ça parce que j'aurais vraiment aimé savoir les détails, mais on ne sait pas si les enquêteurs l'ont trouvé eux-mêmes pendant leur enquête ou si quelqu'un leur a livré, leur a envoyé, voilà, je ne sais pas. Simplement, ils ont retrouvé la bague. Mais une chose positive, c'est que cette bague va les amener à une piste bien précise. Les autorités recherchaient à présent un homme avec un accent cajun qui pourrait avoir plus d'informations par rapport au meurtre de Laurie. Cet homme sera décrit comme étant grand et mince avec les cheveux et une moustache noire. Les enquêteurs diront d'ailleurs que cet homme en particulier avait été vu avec des connaissances de Laurie la veille de sa disparition. Donc là, avec ça, encore une fois, l'enquête semblait être relancée. Mais au final et malheureusement, les enquêteurs ne sembleront pas retrouver cette personne. Au fur et à mesure des années, oui, les enquêteurs vont continuer à interroger des suspects potentiels, mais au final, aucun d'eux semblait réellement lié à la mort, au meurtre de Laurie. En fait, ça fait que jamais dans toute l'histoire de cette enquête, un nom va sortir, un suspect potentiel va être dévoilé, parce qu'à chaque fois, oui, les enquêteurs trouvaient des personnes, mais il n'y avait jamais assez, donc ils ne pouvaient jamais dévoiler leur nom. On sait par contre que certains des proches de Laurie ont refusé d'être interrogés par les enquêteurs. Ils étaient d'ailleurs parfaitement dans leurs droits parce qu'il n'y avait aucune preuve à leur encontre et donc ils n'étaient pas obligés de témoigner. Mais c'est vrai que le fait qu'ils refusent était quand même assez suspect. Le procureur du comté a même voulu porter l'affaire devant un grand jury pour pouvoir interroger de force certaines personnes, mais malheureusement ça n'a jamais été fait. Au final, les années sont encore passées sans que rien n'avance dans cette enquête. Récemment, au mois de mars 2023, les enquêteurs ont tout de même voulu donner un nouveau souffle à l'enquête. Ils ont alors envoyé plusieurs échantillons d'ADN auprès d'un laboratoire pour de nouveau être analysés. Aujourd'hui, on ne peut donc qu'espérer que ces nouvelles analyses mèneront enfin à quelque chose de concret. Malgré tout, aujourd'hui, les enquêteurs restent certains qu'il y a des gens dans la région qui savent exactement ce qui s'est passé, mais qui refusent de parler. Un des enquêteurs dira d'ailleurs lors d'une interview « Il y a des gens ici, en ce moment, qui savent exactement ce qui s'est passé. S'ils ont été impliqués, s'ils sont au courant, même de peu de choses, il y a des gens ici qui savent. » Mon travail consiste à mettre fin à cela. Il faut savoir qu'entre 1991 et 1993, il y a eu au total 12 meurtres dans le comté de Jones et celui de Laurie est le seul qui n'a jamais été résolu. Les autorités et les proches de Laurie sont évidemment frustrés et ne veulent jamais abandonner cette enquête. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez découvert cette nouvelle histoire qui est très peu médiatisée, donc j'étais quand même contente d'en parler aujourd'hui sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, toutes vos théories. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like à la vidéo pour me soutenir et pour montrer que vous avez aimé. Et voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!